Belinda Cannon qui nous fait ce grand honneur de sa présence ce soir au Palais des Rois de Majorque, au lieu, au centre du monde, comme on aime ici à en rêver, en mémoire de Salvador Dali, autre maître d'une vision enchantée. Je pourrais vous parler des 7 romans qu'elle a écrits, de ses 3 recueils de récits brefs et de poèmes, de la dizaine d'essais par lesquels elle met la pensée en marche, les mots en danse. Ou encore, je pourrais vous parler des éloquents dictionnaires qu'elle a dirigés, qui en disent long de son amour pour les mots manquants, les mots en trop, les mots parfaits. En tant qu'universitaire passionnée de littérature, Belinda Cannon est une collègue. Mais Belinda Cannon est surtout autrice, qui a fait de sa vie et qui fait de sa vie un poème protéiforme, joyeux, que celui-ci prenne la forme de l'écriture, de la danse ou de la marche. Si je devais tenter de circonscrire en quelques traits l'énergie qui traverse son écriture, sans doute parlerais-je d'élan vital, de justesse, d'allégresse et d'accordage avec le monde. So I'm going to be doing this in both French and English. How can I best welcome Belinda Cannon, whose presence is such an honor, and thank her for being with us tonight here in this sumptuous palace at the center of the world, as Spanish surrealist painter Salvador Dali once famously situated Perpignan. I could tell you about the novels that she has written, 7. I could tell you about her 3 collections of short stories and poems, or her dozen of essays, all of which are open invitations to walk, to hike, to dance with her into a world of vibrant words and thinking. I could go into the dictionaries that she has put together that speak volumes about her love of words, her foraging for those words from the French language, either that the French language lacks, those words that are unwanted because they are loaded, or those rare words that are just perfect. As an academic dedicated to literature, Belinda Cannon is a colleague, but Belinda Cannon is mostly a writer. One whose art of life is to poem herself into the world via dancing, via writing. She's a tango dancer, and also via walking or hiking. Should I try and crystallize the energy that flows through her writing, it would have to do with this vitality, this precision, this joy, with a sense of being attuned to the world that her writing gives off. Lors de la venue de Starhawk en septembre 2017 au sein de l'atelier de recherche en éco-poétique, j'ai eu l'occasion de lui demander si elle préférait un long et élogieux discours retraçant son parcours, détaillant ses œuvres, ou quelques brefs mots de présentation. Starhawk me confia qu'elle trouvait toujours cela un peu curieux, qu'on prenne la peine de la faire se déplacer pour ensuite parler d'elle et de son œuvre à la 3e personne, devant elle et à sa place. En m'inspirant de la sagesse de Starhawk, et Belinda pour t'avoir sondé à ce sujet, je ne prononcerai donc pas ici un long discours liminaire qui empiéterait trop sur le temps de parole qui t'est accordé. Je me contenterai de dire 2 mots de ton rôle de marraine et de ta précieuse contribution à ce colloque. Car Belinda, tu es un peu la marraine de ce colloque. Belinda est officiellement la marraine des presses universitaires de Perpignan. Ce mot de marraine évoque bien des imaginaires, des figures tutélaires ou peut-être, dirons-nous, avec Atanadran, Margot Lowers, Noémie Moutel et bien d'autres, la présence d'une de nos sorcières. Car Belinda, tu es bel et bien l'une de nos sorcières, à la fois sœur et sorcière, si tu me permets, qui tissent des liens de sororité, qui œuvrent au réenchantement, qui ouvrent des voies pour habiter poétiquement le monde. À travers le prisme du réenchantement, on ne saurait ne pas penser, surtout en t'accueillant dans ce palais royal, à la marraine des contes de fées. Celle qui, d'un coup de baguette, fait advenir la magie et opère des transformations, des métamorphoses du réel. Car l'art qui est le tien est de réenchanter notre perception du monde. Avec ta plume, pour baguette magique, ton écriture s'empare d'un pouvoir réenchanteur, celui de rouvrir notre regard à la perception, à la sensation du merveilleux. Pas le merveilleux et la beauté de la grandeur, du sublime, mais plus accessible encore, car il vibre partout autour de ce qui palpite toujours d'extraordinaire au creux même de l'ordinaire.
Faut-il rappeler que la capacité à l'émerveillement, que ce soit chez Scott Fitzgerald, chez Rachel Carson, chez Gary Snyder ou Annie Dillard, pour n'en citer que quelques-uns, est l'un des socles de l'éco-poétique. Chère marraine, chère sorcière, un grand merci d'être là ce soir pour nous inviter à l'émerveillement et pour nous parler du sauvage urbain dans ce superbe palais. Je vais traduire. So when Starhawk came to us in September 2017 to lecture within the UPVD workshop, I simply asked her what kind of introduction to her work I should be doing. And Starhawk confided that she found it rather odd that people should ever trouble to invite her to travel and come to them in the flesh to then talk instead of her and of her in the third person with her sitting or standing there. So in that wise light, I would not like to encroach upon the time that we'd like to be yours, Belinda. So I will say just a few more words about your role as a sponsor or as a godmother. The French word marraine, as many French words, has many meanings, for this conference. For Belinda, you are a little like a godmother for this conference. Belinda is officially the patron for the Presse Universitaire de Perpignan. You are officially the marraine, the patrons of the PUP. And of course, when we think of the word marraine, that evokes a number of tutelary figures, from fairy tales and from a variety of different traditions. Mostly, as my sister witches, Atane, Margot, or Noémie might put it, Belinda, you truly are one of the sorcières, a sister working the magic of reenchantment, uplifting us so we can dwell poetically in the world. In this very concrete world of vibrant matter, rather than in fairy tales, and having swapped your magic wand for a pen, your writing casts a spell over us that affects our perception of the world, reopening our minds to the wonder of the world. Not that kind of sublime awe one might experience before what is grandiose, but that kind of wonder before what is always pulsing at the heart of the quotidian. This practice of wonder, needless to say, is central to many of the eco-poets that have come before you, such as Scott Fitzgerald, Gary Snyder, Rachel Carson, or Annie Dillard, to name but a few. So, dear marraine, dear sorcière, thank you for the spell of enchantment that you are about to cast upon us tonight in this wonderful urban space. Bien, merci. Je suis très honorée et très touchée d'être une sorcière. Je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Donc, nous avons prévu que je lirai quelques extraits de cet essai, donc, qui s'intitule « S'émerveiller » et par lequel, d'ailleurs, qui a été publié lorsque je suis venue pour la première fois à Perpignan pour devenir officiellement cette marraine des PUP. Voilà, donc c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et encore une fois, merci. Donc, je lis des extraits que nous avons prévus. Plus fort ? Allez, peut-être, oui, voilà. Comme ça, c'est mieux ? Oui. L'autre fois, l'automne, je notais. Ce matin, je contemple mon chêne, cette torche de temps pur qui se dresse à 200 ou 300 mètres devant la fenêtre du bureau, dans ma maison des champs. La vision est d'autant plus nette que l'herbe à son pied est rase, ultime fenaison faite, et le soleil dissipe lentement la couverture de nuages légers. À mon lever, la brume de chaleur, un si doux septembre, le dissimulait tout à fait, tandis que l'arbre émergeait, le détail de sa ramure devenant de plus en plus net, la haie d'arbres du fond perdant son indistinction ombreuse. J'observais, de l'autre côté du carreau, 2 merles cherchant leur nourriture, et je me suis sentie émerveillée par la beauté du chêne, du chant, des oiseaux noirs, par le silence ouaté et la solitude. Ce chêne encadré par la fenêtre, je l'appelle mon chêne, bien qu'il ne m'appartienne pas,
provoque souvent mon émerveillement. S'il est assez parfait, sa ramure arrondie, son tronc bien droit, sa taille vénérable, il a pourtant dans les campagnes des semblables par milliers. Mais sa position isolée dans un vaste champ, outre qu'elle lui confère une sorte de majesté, le désigne à mon attention qui lui fait rendre sa dimension merveilleuse. La beauté secrète du chêne apparaît sous mon regard assidu. Depuis que j'ai acquis un téléphone qui me le permet, je photographie le chêne chaque fois que se produit une variation. Oiseaux, renards, lumière, nuages, ombre. Si elle en vaut la peine, j'envoie la photo à des destinataires choisis selon mon cœur. Car l'émerveillement, rarement silencieux, aime à se dire, comme s'il s'agissait de remplir l'écart entre le spectacle et mon œil, ou parce que, animaux bavards, nous réagissons toujours ainsi à la commotion de la joie, par un faire-part. Le sentiment que j'aimerais ici décrire n'est qu'un aspect du vaste espace couvert par la notion d'émerveillement. Je pourrais le dire modeste, non parce qu'il manquerait de puissance, mais parce que les objets susceptibles de l'éveiller le sont souvent. De même que le chêne que je contemple n'est qu'un arbre, l'être que j'aime n'est qu'un homme. Rien de grandiose en eux, mais dans mon regard, sous mon attention, ils sont l'aimé et mon chêne. Pour quelqu'un d'autre, tel jeu de lumière sur un mur en face de la fenêtre, les variations du couchant sur un bâtiment, le chant des oiseaux juste avant la nuit, que sais-je, pour quelqu'un d'autre, l'émerveillement pourra être provoqué par un spectacle, des sons ou des êtres différents de ceux qui me touchent. Mais il sera voisin de celui que je veux saisir s'il est lié à un objet simple, de ce que nous croisons chaque jour, sans toujours être capable d'en percevoir la beauté. Car s'émerveiller résulte d'un mouvement intime, d'une disposition intérieure par lesquelles le paysage à ma fenêtre ou l'homme devant moi deviennent des événements. L'événement survient au présent pur, dans une épiphanie. Alors je ne me projette plus dans un avenir rêvé, ni ne m'abandonne, mélancolique, à la contemplation du chimérique passé. Je suis entièrement requise ici et maintenant. Savoir se rendre disponible à ces événements qui émerveillent est une voie vers le bonheur, dans la mesure où la vie heureuse est celle vécue au présent. Mais parce que nous en sommes la plupart du temps incapables, submergés par les projets, les anticipations, les choses à faire, nous devons plus d'une fois admettre, comme Pascal, quoique d'une autre manière, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre. Vivre, intensément, exige de se tenir dans le présent pur, et rien n'est moins aisé. Je le puis dans la joie de la danse, de l'étreinte, du rire et de la contemplation. Le reste du temps, je vis légèrement en avant de moi-même, ce qui exclut l'émerveillement. Sur une porte cochère, cette phrase au pochoir, notée par un grand sage, « J'ai oublié le futur ». Okay, so this translation just cut out the beginning and just to make it a little bit shorter. The feeling I like to describe here is but one aspect of the vast space covered by the notion of wonder. I could call it modest, not because it might lack power, but because the things that can kindle a sense of wonder often are modest. Just as the oak that I contemplate outside my window is but a tree, the person I love is but a man. There is nothing grandiose about them, but through my eyes, when they come to my attention, they are the beloved one and my oak tree. To someone else, the light playing on a wall outside their window, the varying light of the setting sun reflected off a building, the song of birds at dusk, what have you? To someone else, wonder will come from a spectacle, from sounds or beings that are different from those that move me. But the sense of wonder will be close to what I'm trying to grasp, as long as it is tied to a simple object, such as those that we come across every day, without always being able to perceive its beauty.
For indeed, wonder comes from an intimate movement, an inner disposition, through which the landscape outside my window or the man in front of me become events. An event takes place in the pure presence, as an epiphany. Then no longer do I contemplate a dreamed future, nor do I give in to a melancholic fretting over a chimeric past. I am entirely summoned in the here and now. To know how to surrender to these events that cause wonder is the road to happiness, in the sense that a happy life can only be lived in the present moment. But because most of the time we are incapable of living in the present moment, overwhelmed as we are by our plans, our anticipations, our to-do lists, we frequently have to admit, like Pascal, although differently, we never live. We only hope to live. To live intensely requires of us that we stand in the pure present, and nothing can be harder. I can do so as I dance, make love, laugh, and contemplate. The rest of the time I live slightly ahead of myself, which precludes wonder. Stenciled onto a porte-cochere, this sentence, written down by a great wise person: I have forgotten the future. Souvent, parce que je suis trop affectée par des tracas divers, par des activités contraignantes ou par mon incessante projection vers l'au-delà de l'instant, le spectacle qui aurait pu m'enchanter n'advient pas. Je sais pourtant, de ce savoir intuitif, avant toute élaboration, je sais l'émerveillement d'être de ce monde, mais je ne l'éprouve pas. S'émerveiller est un mouvement vers l'extérieur, une saisie du monde qui se produit dans un mi-chemin entre les choses et mon regard sur elles. Et si mon œil est mal disposé, je reste triste et enfermée en moi-même. Dans Le Don du Passeur, j'ai raconté comment, dans mon enfance, mon père n'avait cessé d'attirer mon regard sur la beauté de l'univers. « Regarde, regarde !» Cette invitation qui monte aux lèvres devant le spectacle émerveillant, je crois qu'elle était continuellement sienne. Messieurs, le monument ferme ses portes. Vous êtes priés de rejoindre la sortie. Vous pouvez rester, restez surtout, restez. Ladies and gentlemen, the monument is closing. Please make your way to the exit points. Señoras y señores, el monumento cerrará en breves momentos. Tenga la amabilidad de dirigirse a la salida. Donc ce regarde, cette invitation qui monte aux lèvres devant le spectacle émerveillant, je crois qu'elle était continuellement sienne, au cœur de ce qu'il considérait comme son devoir de pédagogue. C'est ainsi qu'il m'a appris la vigilance, que je tiens pour la définition même de l'attitude poétique, une attention aiguë au réel. En ce sens, la poésie est un état inconstant, toujours désirable. J'aimerais ici évoquer cet état intérieur propice à la saisie émerveillée du monde. Celle-ci n'est pas liée au caractère exceptionnel du spectacle que nous contemplons. C'est notre vigilance poétique, notre concentration, qui peut rendre spectaculaire, visible, un objet intrinsèquement humble. Je m'intéresse à cet état parce qu'il relève d'une sagesse, d'un savoir-vivre à conquérir contre l'agitation de nos jours. Often, because I am feeling too affected by various trouble, constrained by my activities and my ceaseless contemplation beyond the present moment, the spectacle that might have enchanted me does not take place. No matter that I do know the wonder at being of this world, intuitively, prior to any form of elaboration, I cannot feel it. Wonder is a movement toward the outside world, a way to seize the world that takes place halfway between things and the eyes that I lay on them. And if my eyes are ill-disposed, I remain sad and walled inside myself.
In Le Don du Passeur, the shaman's gift, I guess, I have written about how in my childhood my father had ceaselessly drawn my attention to the beauty of the universe. Look, look, this invitation that surges to your lips when admiring a scene of wonder. I believe it was continuously his, at the heart of what he considered to be his duty as a pedagogue. This is how he has taught me vigilance, which I hold as the very definition of the poetic attitude, an acute attention to the real. In that sense, poetry is a state, a fluctuating state that is ever desirable. I would like to evoke here this inner state that is propitious for one to grasp the world in wonder. The latter is not tied to the exceptional character of the spectacle under our eyes. It is our poetic vigilance, our concentration, that can render an intrinsically humble object spectacular, that is, visible. I'm interested in this state because it depends on a certain kind of wisdom, knowing a way of life that must be conquered against today's agitation. On a souvent associé, à juste titre, l'émerveillement au regard d'enfance. Dans Le peintre de la vie moderne, Baudelaire note, et la déclaration, pour être bien connue, ne va pourtant pas de soi, que le génie n'est que l'enfance retrouvée à volonté. Je ne crois pas qu'il associe ici l'enfance à l'ingénuité, ni même à une posture originelle ou à un paradis perdu. L'incite à rapprocher l'artiste de l'enfant ce qu'il nomme la curiosité devant un réel où tout paraît neuf. L'enfant voit tout en nouveauté, il est toujours ivre. Curiosité qui est fraîcheur du regard chez celui pour qui aucun aspect de la vie n'est émoussé. Je cite, « C'est à cette curiosité profonde et joyeuse qu'il faut attribuer l'œil fixe et animalement extatique des enfants devant le nouveau, quel qu'il soit, visage ou paysage, lumière, dorure, couleur, étoffe chatoyante, enchantement de la beauté, embellie par la toilette. » Chez le poète, nulle admiration bétifiante devant on ne sait quelle puérile innocence. L'enfant est doté, comme l'artiste, d'un génie, c'est-à-dire d'une disposition forte et fructueuse, qui ouvre le regard, autrement dit, qui se marque par la capacité de s'émerveiller. C'est aussi cette association de la jeunesse et de l'émerveillement qui fait redouter au jeune Aragon, il a alors 26 ans, comme il l'annonce au début du Paysan de Paris, de perdre, tôt ou tard, sa réceptivité. Je cite, « Aurais-je longtemps le sentiment du merveilleux quotidien ? Je le vois qui se perd dans chaque homme qui avance dans sa propre vie, comme dans un chemin de mieux en mieux pavé qui avance dans l'habitude du monde avec une aisance croissante. Si pour l'enfant ou le jeune homme aucun aspect de la vie n'est émoussé, c'est qu'habitant pleinement l'instant, il découvre tout, que rien ne lui est familier. Cependant, chacun peut, au prix d'une sorte de discipline qui conduit à la concentration, réussir à défamiliariser le réel, à le voir en nouveauté. Et ainsi devient-il l'émerveillé. Le néologisme est nécessaire pour désigner celui qui est saisi momentanément par cette émotion. Momentanément, sinon il s'agit du ravi de la crèche. Parfois, devant le paysage ou l'amoureux, l'émerveillé se souvient d'avoir déjà éprouvé un sentiment ressemblant à celui qu'il affecte aujourd'hui. Il a déjà joui d'un paysage, il a déjà été amoureux. Mais si sa capacité à s'émerveiller est intacte, il ne percevra que la beauté, que la nouveauté absolue du présent. So this will also be slightly shorter. Wonder has often, and for a reason, been associated with the way children look at the world. In Le Peintre de la vie moderne, Baudelaire writes, and his rather famous statement is not, however, self-evident, that genius is no more than childhood, recaptured at will. I don't believe he is here linking childhood with ingenuity, nor with an original posture or paradise lost. What prompts him to draw a connection between the artist and the child is what he calls curiosity.
in front of a real world where everything seems new. I quote, "A child sees newness in everything. She is always drunk." End of quote. It is a curiosity that implies a fresh look onto the world, someone for whom no aspect of life has been blunted. If this is true of the child or the young person, it is because living fully in the present moment, they discover everything. Nothing is ever familiar to them. However, provided that they observe a type of discipline leading to concentration, everybody can defamiliarize the real, see it in newness, and in so doing become the wonderee, a neologism that is necessary to refer to she who is momentarily seized by wonder. S'émerveiller réclame non seulement de vivre dans l'instant, mais aussi dans la lenteur. Citation. Dans le tourbillon vertigineux de la vie courante, où ils n'ont plus qu'un usage entièrement pratique, les noms ont perdu toute couleur comme une toupie prismatique qui tourne trop vite et qui semble grise. Note Proust dans Le Côté de Guermantes. La lenteur. Ralentir pour que la toupie manifeste ses couleurs. Le réel est beaucoup plus généreux que ne l'imagine la personne pressée et il exige de la perception le même travail qu'accomplit l'écrivain avec la langue. Celle-ci est un instrument rapide. On dit amour, racisme, présence, et on se comprend, on se fait comprendre. C'est la tâche de l'écrivain de déployer ces termes, d'en montrer, d'en mettre en scène la complexité, la richesse et les ramifications. Dans l'émerveillement, même œuvre de déploiement, mais cette fois dans l'ordre des perceptions, car il implique un état de conscience, un état de la conscience plus lent, plus concentré, qui provoque une situation d'insularité. Un cercle enchanté se crée qui isole l'émerveillé et son objet d'émerveillement du reste du monde et du cours du temps. Ne pas se mouvoir seulement dans l'intelligible, mais être présent à l'ici et maintenant, réclame donc une disposition intime, particulière, qui rend capable d'accueillir l'épiphanie de l'instant. Autrement dit, l'émerveillement réclame une aptitude au kéros, ce moment opportun, cette occasion, d'après les Grecs, car moi je l'entends plutôt comme un état d'éveil, rendant sensible à la beauté, même lorsqu'elle est parée d'atours modestes. Les Grecs donnaient parfois comme image du kéros celle d'un éphèbe au crâne surmonté d'une houppe. Soit on le laisse passer, soit on attrape fugitivement sa touffe de cheveux, soit on s'en saisit pleinement, selon son aptitude. Mais nul besoin d'éphèbe, de somptuosité manifeste, pour l'émerveillement. L'autre fois, l'automne, mon train passait sur la Loire, le fleuve était bordé d'arbres encore feuillus, à peine dorés ou ocres, comme si l'été ne voulait pas finir, et j'ai vu des oiseaux rassemblés sur un banc de sable que contournait l'eau lente. La distance les avait transformés en petits bâtons noirs, régulièrement disposés, comme des signes indéchiffrables et paisibles, émerveillants. Wonder takes not only living in the present, but also living slowly. I quote, "In the dizzying whirlwind of daily life, where they only serve practical purposes, names have lost all color, like a prismatic top, spinning so fast it looks gray," writes Proust in Le Côté de Guermantes. Taking it slowly, slow down so the top can show its colors. Reality is a whole lot more generous than the person living in a rush can imagine, and it requires of perception the same work as that achieved by the writer with language. Language is a quick tool. One says love, racism, presence, and one is understood. It is the writer's task to deploy those terms, to reveal, to dramatize their complexity, their richness and ramifications. Wonder calls for a similar work of deployment, but this time within the realm of perception. For it implies a slower state of consciousness,
one that is more focused, that triggers insularity. An enchanted circle is created that isolates the wonderee and the object of her wonder from the rest of the world and from the flow of time. To move not only in what is intelligible, but to be present in the here and now, thus demands a particular inner disposition, allowing you to embrace the epiphany of the moment, of the present moment. In other words, wonder calls for an aptitude for the kairos, the right moment, the occasion, according to the Greek. As for myself, I see it rather as a state of awareness that makes you sensitive to beauty, even when beauty comes with modest attributes. Modest will be the key adjective throughout this essay, for one attains wonder not owing to the marvelous nature of a spectacle, but thanks to a state of mind that is open to wonder. Or one might say that wonder results from an alchemic process, the principle of which is to be located within the onlooker and revealing a secret dimension of things. Dans ma bibliothèque, un livre sur quelques architectes utopistes, La séduction du merveilleux. En exergue, une citation de Ledoux. L'architecture enlace le spectateur dans la séduction du merveilleux. Malgré la primauté que j'accorde à la nature, je reconnais que les grands ouvrages d'architecture suscitent en moi de l'émerveillement, comme par exemple celui que provoque immanquablement le Mont Saint-Michel, qui semble avoir été inventé dans un autre monde que le nôtre, le château de Chambord ou le musée Guggenheim de Bilbao, qui se présentent comme des accumulations de surprises visuelles dont l'ensemble dispense une impression de grâce générale. L'autre fois, l'automne encore, j'étais à Prague. Après avoir craint la retrouvaille avec une ville que j'avais connue avant la chute du mur dans sa farouche mélancolie, j'ai constaté, soulagé, que ça allait, malgré tout. Tout, les touristes, le McDo, les boutiques de souvenirs, l'habituel fatras. Oui, bien sûr, une ville peut aussi conduire à l'émerveillement, même s'il y est moindre. Ici, j'étais frappée par l'importance de la surprise. L'enchevêtrement des édifices, hauteur, couleur, variété des plans, imbrication des volumes, association des lignes droites et courbes, surgissement d'un jardin, largeur du fleuve, exotisme des décorations, la rocaille noire, presque violette dans le jardin Waldstein. Le regard s'étonnait, constamment surpris par la nouveauté et l'impossibilité de fixer tant de diversité. Fermant les yeux, je ne pouvais me rappeler le détail de ce que je venais de voir. La diversité est une des formes de la grandeur, comme l'est l'abondance. Le dahlia ou la pivoine émerveillent par la profusion de leurs pétales, et ce sentiment s'accroît lorsqu'on découvre le cœur de la fleur où se pressent 1000 pétales en promesse. Dans la nature, je retrouve l'émerveillement devant la grandeur au spectacle de la montagne, ses proportions, ou des murmures, le nombre d'oiseaux, mais pas seulement. Il s'éveille aussi devant le ténu, le petit. C'est par exemple celui qui me saisit devant les jeunes animaux. Rien ne me paraît plus paroxystiquement joli qu'un ânon ou un chaton. Mais pourquoi ? La grâce des très jeunes corps est incontestable, mais je n'ai jamais su bien me l'expliquer. Ainsi donc, l'émerveillement présente-t-il une certaine plasticité. Il est accueil généreux du monde sous toutes ses dimensions. Survenant aux deux bouts du spectre, lié au petit ou au simple, un feuillage, une lumière, comme à la grandeur et à la complexité, une ville, un dahlia, on peut l'éprouver partout, devant toutes sortes de spectacles, du fait d'un mystérieux ajustement entre l'univers et nous. On my bookshelves, there is a book entitled La séduction du merveilleux, The Spell of the Marvelous, dealing with several utopic architects. As an epigraph, there is a quotation from Ledoux. Architecture wraps the spectator within the spell of the marvelous. In spite of the primacy I grant nature, I must admit that great works of architecture give me a sense of wonder, as for instance that inevitably triggered by the Mont Saint-Michel, which seems to have been invented in a different world from ours, the Château de Chambord, or again the Guggenheim Museum in Bilbao, each of which
kind of piles up visual surprises that come together as a whole, giving off a sense of overall grace. The other day, in the fall again, I was in Prague. While I dreaded seeing again that city which I'd first known before the wall came down, with its wild melancholia, I observed that it was all right, after all of it, the tourists, the McDonald's, the souvenir stores, the usual hodgepodge. Yes, of course, a city can also lead to wonder, even though it may be of a lesser kind. As it was, I was astonished by the greatness of the surprise, the entangled buildings, the heights and colors, the mixture of styles, the imbrication of volumes, the enmeshed curves and straight lines, a garden springing up out of nowhere, the width of the river, the exotic decorations, the black, nearly purple rockery in the Waldstein garden. Gazing was dazzling, as I was constantly surprised by novelty, by the impossibility of beholding so much diversity. If I closed my eyes, I could not picture the detail of what I'd just seen. Diversity is one of the forms of greatness, as is also abundance. A dahlia or a peony are dazzling because of the profusion of their petals, and the feeling grows as you discover the heart of the flower, where 1,000 petal promises huddle. In nature, I feel this wonder before the greatness of the mountain, its proportions, or before murmurations, the myriad of birds, but also before other things. Wonder is kindled by the tenuous, the tiny. This is the feeling that grabs hold of me in front of young animals. Nothing can seem to me such a paroxysm of loveliness as a donkeyfoal, or a kitten. But why is that? The gracefulness of young bodies cannot be denied, but I have never been able to explain it. Wonder, therefore, comes with some amount of flexibility. It generously welcomes the world in all of its dimensions, arising at both ends of the spectrum, tied to the small and simple, some foliage or light, just as much as to greatness and complexity, a city, a dahlia. Wonder can happen anywhere, before any kind of spectacle, born from some mysterious fit between you and the universe. Émerveillement, sentiment passager, parfois mêlé d'autres, ces frontières dentelées accueillent souvent, comme en de minuscules abers, des émotions voisines, de sorte qu'il faudra peut-être admettre, ô mon lecteur, que si à la fin de ce livre j'ai mieux circonscrit le territoire de cette notion fuyante, j'aurais allumé quelques fanaux dans la nuit, mais sans saisir le paysage dans sa totalité. Et puis, pour écrire sur pareil sujet, il ne suffit pas de penser, encore faut-il éprouver. Le peut-on sur commande ? Comment ordonner à la foudre ? Car l'émerveillement est une foudre délicate qui s'inscrit fugitivement au ciel, pauvre écrivain qui prétendrait la fixer. Pour avancer et clarifier, il faut peut-être répertorier les situations de l'existence qui me paraissent provoquer le contraire de l'émerveillement. Car, à tort ou pas, j'essaie de me rendre raison du monde en y repérant des oppositions signifiantes. Par exemple, j'ai découvert un jour que dans l'ordre des postures vitales, le désir s'opposait à la mélancolie. Mais, comme le recto et le verso d'une feuille, ils sont inséparables. L'un diminue lorsque l'autre croît, les deux coexistant en nous, et les circonstances, ainsi que le travail sur soi, mettent l'un ou l'autre en position de dominer. De même pour l'émerveillement, fils du désir. Une jeune femme m'a rapporté ceci. Elle traversait depuis plusieurs semaines une profonde dépression quand un matin, sur son balcon, lumière douce et pépillement d'oiseaux, elle a su exactement ce qu'était l'émerveillement. Es-tu sortie alors de la dépression ? Non, mais j'avais eu le sentiment fugitif de la merveille d'être au monde. Plus tard, je m'en souviendrai. Elle a ajouté qu'elle m'avait confié cette anecdote parce que je venais d'évoquer l'importance des chants d'oiseaux. Je ne lui ai pas demandé quel secret informulé il lui avait révélé, mais je crois, exact contraire de la tristesse profonde qui l'habitait,
il manifestait, et tant pis si ce n'est là qu'une de nos croyances à propos des animaux, il manifestait la joie d'être en vie, de se répandre dans le ciel vaste, de faire courir leur trille selon les 1000 lignes de fuite qui nous relient à l'univers, de sentir l'existence, c'est-à-dire l'énergie pure du désir. Les oiseaux venaient de lui rappeler la possibilité d'éprouver le désir de vivre. L'émerveillement n'est-il pas, à travers l'expérience déroutante qui nous fait sortir de notre route, de la beauté, le rappel de notre intime relation avec le monde et le profond assentiment au simple fait d'être vivant. A fleeting emotion that can be tinged with others, wonder with its jagged edges, like tiny aberrs, often takes in neighboring emotions, so that I must admit, O dear reader, that by the end of this book, I may have circumscribed at least the territory of this elusive notion, lighting a few beacons in the night, without, however, capturing the whole landscape. What's more, to write about such a subject, thinking does not suffice. You must also feel it. Can you feel on command? Can you order lightning? For wonder is delicate lightning that surreptitiously writes itself against the sky. Poor writer, she who would claim to freeze it. To make progress and clarify things, it might be useful to list the situations that seem to provoke the opposite of wonder. For whether that is right or wrong, I try to make sense of the world by identifying significant oppositions. For instance, I discovered one day that in the realm of vital postures, desire was the opposite of melancholia. But as both sides of a sheet of paper, they are inseparable. One decreases as the other one grows. Both coexist inside of us, and circumstances, together with how much work we do on ourselves, can give one or the other the upper hand. The same goes for wonder, the offspring of desire. A young woman once told me the following story. She'd been struggling with profound depression for several weeks, when one morning, standing out on her balcony, soft light and chirping birds, she knew exactly what wonder was. Did that pull you out of depression? No, but I had experienced the fleeting sensation of wonder at being in the world. Later, I'd go back to it. She added that the reason why she had told me that story was because I just mentioned how much the song of birds meant to me. I did not ask her what wordless secret they'd revealed to her. But this is what I believe. At the exact opposite of the vast sadness that weighed her down, the bird songs were a manifestation, and never mind if that's but one of our many illusions about critters. They were a manifestation about the joy of being alive, of flying across the vastness of the sky, of running their trills along the 1,000 flight lines that tie us to the universe, of experiencing a sense of sheer existence, the pure energy of desire. Birds had just reminded her of the possibility that she might feel driven by a desire to live. Isn't wonder through the wavering experience of beauty, making us waver from our paths, a reminder of our intimate relationship with the world and of our deep consent to life? Or, la mélancolie, que mettre en face de l'émerveillement? La placidité, l'indifférence, le dégoût, l'écœurement, l'angoisse, l'inquiétude, l'ennui? D'abord, à la fois l'indifférence, l'ennui et la placidité, qui sont des régimes de fermeture, façon de respirer, de regarder parcimonieusement. Tel qui traverse le paysage en gardant le nez sur le guidon, sur le volant ou sur ses pieds, fait preuve de l'un de ces trois états réfractaires à l'émerveillement. Mais s'y oppose aussi l'inquiétude ou l'angoisse, en ce qu'elle nous isole en nous-mêmes, nous réduisent à notre existence, à nos circonstances, empêchant ainsi la sortie de soi, qui est la seule manière de ne pas démériter de l'aventure humaine et de s'émerveiller.
Enfin, et bien sûr, l'écœurement et le dégoût nous font détourner la tête, mais ces deux émotions concernent le spectacle plutôt que le spectateur. À l'inverse, quels sont les sentiments associés à l'émerveillement ? La joie, en premier lieu, et la paix. La paix au sens d'un tranquille acquiescement à ce qui est. Et la curiosité aussi, ce joli mouvement de l'attention qui nous transporte. Quand Baudelaire évoque le destinateur Constantin Guise, homme du monde, c'est-à-dire homme du monde entier, homme qui comprend le monde et les raisons mystérieuses et légitimes de tous ses usages, fin de citation, il loue d'abord, je cite, sa curiosité qui peut être considérée comme le point de départ de son génie. Elle est le trait caractéristique, je cite, d'une perception enfantine, c'est-à-dire d'une perception aiguë, magique à force d'ingénuité. Fin de citation. La curiosité est le mouvement qui ouvre l'œil dans ce sentiment voisin de l'émerveillement, l'étonnement. Or celui-ci, intime disposition, peut survenir devant le monde dans ce qu'il a de plus ordinaire. C'est Gerasim Luca, restituant à la langue son étrangeté par la vertu des associations nouvelles naissant de chacune de ses syllabes et entre elles. C'est Jean-Philippe Domecq, dans son traité de banalistique, racontant comment, lors de dérives dans une ville moyenne entre les villes moyennes, il s'étonne devant un bâtiment absolument insignifiant, le dépôt régional Pernod, un centre d'archives ou une entrée secondaire de faculté. Alors, soudain, plus rien n'est banal, ou plutôt si, tout est banal et pourtant, parce que regardé intensément d'un regard d'attention forcée, sa lampe d'anodin, écrit-il, le monde acquiert une présence considérable, tandis que la plongée en soi qui en résulte accroît le sentiment d'exister comme peuvent le faire, dit-on, la méditation ou certaines drogues. La banalité qui, ouvrant l'œil et l'esprit, les déroute, n'est-elle pas cousine de la modestie qui caractérise certains de ces spectacles que je dis émerveillants ? Pour habiter poétiquement le monde, selon la belle formule de Hölderlin, inutile de rejoindre les îles Fortunées ou l'embouchure de l'Orénoque. Ici, dans ma ville ou sur Mahé, près de ce corps, sur cette piste de danse, l'émerveillement peut naître de moments simples, de cette déroute qui est à la portée de chacun, pourvu que l'esprit y soit disposé par ouverture et attention. Alors se manifeste ce que je propose de nommer une surprésence, notion qu'on doit comprendre dans un double sens. Présence considérable des objets, apparaissant soudain dans une lumière extraordinaire, quelle que soit leur valeur intrinsèque, et, répondant à cette présence du monde, la surprésence désigne la capacité de se tenir dans un état de présence extrême au monde, qui le fait advenir dans son éclat. Ainsi entend-on, grâce au terme de surprésence qui caractérise à la fois le monde et le sujet dans l'état d'émerveillement, que celui-ci ne résulte pas d'un penchant benoît à la joie. Ce n'est pas le ravi de la crèche qui s'émerveille, mais, capable de vigilance et de concentration, le voyant, portant sur le monde un regard qui l'éclaire. La joie prédispose à cette voyance, mais pas toujours. Voir ma jeune femme dépressive qui sut entendre le chant des oiseaux. Elle en est en revanche le résultat certain. Besides melancholia, what can I place opposite wonder? Placidity, indifference, disgust, nausea, anxiety, anguish, boredom? First, indifference, boredom, and placidity all at once, because they are closed modes of being, parsimonious ways of breathing and looking at the world. They who ride, drive, or walk across the landscape, looking at the handlebars, the steering wheel, or their feet, is obviously going through one of the three above states that resist wonder,
but just as antagonistic are anxiety and anguish as those wall ourselves in. Reducing us to our own existences, our circumstances, they keep us from reaching outside of ourselves, which is the only way not to prove unworthy of this human adventure and to open ourselves up to wonder. Last but not least, disgust and nausea make us look away. But those two emotions have to do with the view rather than with the viewer. Reversely, what feelings go along with wonder? Joy first, and peace. Peace in the sense of a tranquil acquiescence to what is. And curiosity too, that pretty motion when attention moves us, making us feel uplifted. Baudelaire celebrates curiosity as the starting point of genius. It is typical, he claims, of a childish perception, in other words, of an acute perception, one that is so ingenuous it becomes magical. Curiosity is an eye-opener, driven by that fellow feeling of wonder, of astonishment. As it happens, the latter intimate disposition can be sparked by what is most ordinary in the world. Take Gerasim Luca reinstating the uncanny dimension of language by virtue of new associations born from each syllable, by itself and among others. Take Jean-Philippe Domecq in his Banalistics treatise, recalling how, when ambling through a perfectly average city, he experienced wonder in front of a most insignificant building, the Pernod Regional Depot, an archive center, or a university backdoor. All of a sudden, nothing seems banal anymore, or rather, everything is banal, and yet, because it is stared at intensely, pinpointedly, in the light of his anodyne lamp, writes Domecq, the world acquires a considerable presence, while the resulting plunge deep inside oneself that goes along with it heightens one's feelings of being alive, as people say that meditation or certain drugs can do. Opening one's eyes and mind, the better to throw them off? Isn't banality cousins with the modesty that is typical of certain sights that I deem wonderful? To dwell poetically on this earth, to take up Holderlin's beautiful coinage, no need to reach the Fortune Isles or the mouth of the Orinoco River. Here, in my home city, or on my hedge, near this body, on this dance floor, wonder can spring from simple moments, this rewiring that anyone can experience, provided the mind is ready for it, open and attentive. That is when what I call an over-presence makes itself manifest. Over-presence being a notion one must understand in its dual meaning. It is the formidable presence of things suddenly appearing in an extraordinary light, no matter their intrinsic value, and at the same time responding to the world's presence. Over-presence refers to one's capacity to embrace a state of extreme presence to the world, making it surge in its full glow. And so, thanks to this term that characterizes both the world and the subject caught in wonder, it is understood that over-presence does not result from some moronic inclination toward joy. Unlike the village idiot who goes about in constant awe, the seer, who is capable of vigilance and concentration, has eyes that casts light onto the world. Joy can make one prone to such vision, but not necessarily, i.e. my depressive young woman who could hear birdsong. But reversely, such vision will necessarily result in a feeling of joy. Au cœur de Palerme, sur la Piazza Marina, le petit Giardino Garibaldi se déploie autour d'un arbre immense et somptueux, un Ficus macrophylla, âgé, dit-on, de 150 ans. Comme la stalactite, un jour ce fut pour moi une apparition. Dérivant lentement dans la ville, les yeux aux aguets, mais sans attente particulière, sachant que la surprise peut jaillir n'importe où, et donc acceptant les temps morts et les visions banales qui accompagnent tout voyage, je fus saisi devant lui d'un sanglot sec, comme il m'en est parfois venu devant les arbres exceptionnels. Celui-ci me fit l'effet d'une cathédrale.
De chaque énorme branche qui s'étirait à l'horizontale s'élançait une multitude de racines aériennes, filins souples au début de leur croissance, qui se solidifient en s'enracinant dans la terre où elles deviennent troncs. Ces racines donnent au ficus un aspect sauvage et même légèrement monstrueux, car en dégringolant des branches maîtresses, elles se répandent en deltas chevelus mêlant des filins de toutes les épaisseurs. J'écris dégringolant, se déversant, car cette profusion et cette simultanéité d'états de maturité divers donnent l'impression inédite de percevoir la croissance de l'arbre. Dans les autres essences, notre seule perception du passage du temps est liée à l'état du feuillage, pas à celui du bois. Et cette modification cyclique, éternel retour des saisons, n'est pas aussi troublante que celle, continue et donc mortelle, manifestée par le ficus. À l'inverse de l'impression produite par les racines aériennes descendant vers le sol, ces racines terrestres formaient de petits murets serpentants, comme de hauts rubans au bout desquels naissait, dans un jaillissement, le tronc, lisse comme une peau. Au vaste pied de l'arbre, des gens s'installaient, des enfants se cachaient et jouaient, de sorte qu'on pouvait le dire habité. Une cathédrale. L'image s'imposa à moi à cause des colonnes, mais aussi parce que la familiarité des humains n'empêchait pas que le ficus me parût monstrueux, comme la stalactite. Et mon sanglot venait de la variété particulière d'effroi et de respect que procure le sacré. Ensuite, j'ai vu en Inde, avec un peu moins d'émotion cependant, des banians, une essence voisine tout aussi remarquable, dont certains sujets accueillaient dans les replis de leur tronc un petit temple. Aujourd'hui, allant vérifier certaines informations sur Internet, j'y apprends qu'on déconseille de planter le Ficus macrophylla en zone urbaine car, avide d'eau, il est capable de détruire les canalisations souterraines. Confirmation de sa puissance effrayante qui m'enchante. On se rappelle peut-être que j'avais noté, à propos de la stalactite et du discours confus du guide, comme je voulais comprendre chaque mot du guide à présent. L'émerveillement ne réclame pas le mystère ou l'inconnaissance. Au contraire, à Palerme, je voulus savoir au plus tôt comment se nommait cet arbre, s'il était hôte habituel de ces latitudes. Non, c'était une curiosité présente aussi au jardin botanique, d'où il venait, d'Australie. Et je me souviens d'avoir été comme apaisée d'apprendre dans je ne sais plus quel guide ou brochure qu'il s'agissait d'un Ficus magnolia, son ancienne dénomination, et que figuier de la baie de Moreton était son nom commun. Par parenthèse, il me faut donc convenir avec Aristote et Platon que, dès que l'émerveillement est mêlé de grandeur ou de surprise, il produit un désir de connaissance. D'où vient aussi que Descartes, dans les Passions de l'âme, estime que l'admiration, qui à l'âge classique n'a pas exactement son sens moderne, mais plutôt celui du Thomasène, comme je l'ai dit plus haut, je cite, « nous dispose à l'acquisition des sciences ». Mais il s'agit d'une connaissance particulière qui ne vise pas tant l'accumulation ou la maîtrise que la proximité. Savoir tout ce qu'on peut de l'objet de notre émerveillement pour s'en sentir plus proche, créer avec lui une intimité. Chaque fois qu'un oiseau inconnu chante, je murmure « Qui es-tu, toi ?» Il me semble que, reconnaissant le chanteur, je jouirai mieux encore de son chant. At the heart of Palermo, in the Piazza Marianna, the small Giardino Garibaldi is laid out around an immense and sumptuous tree, an ancient Ficus macrophylla, 150 years old. As with the stalactite, this was once an apparition. Wandering aimlessly through the city, with my eyes open but without expecting anything special, knowing that surprise can spring from anywhere and thus accepting the uneventful moments and banal sights that go along with any trip, I was arrested at seeing the ficus, choking on dry sobs as I have sometimes felt standing in front of exceptional trees. This one appeared to me as a cathedral,
From each huge branch growing out horizontally, there shot down a myriad of dangling aerial roots, supple and ropey, at an early stage of their growth, solidifying as they rooted themselves into the ground where they became trunks. These roots lend the ficus a wild look, slightly monstrous even, as they trickle down from the main branches. Time's up. Yes. These roots lend the ficus a wild look, slightly monstrous even. As they trickle down from the main branches, they flow in hair-like deltas of entangled ropes, thick and thin. I write as they trickle down, or flow, because such profusion and simultaneity of different states of growth give the amazing impression of perceiving the growing of the tree. In other species, our only perception of time passing is linked to the state of the foliage, not that of the wood, and the cyclical modification, the eternal return of seasons. It is not as troubling as that showing through the ficus, continuous and, consequently, mortal. Giving off the reverse impression from those aerial roots falling to the ground, the early roots of the ficus formed little winding walls, like high ribbons at the end of which sprung the trunk, smooth as skin. At the white foot of the tree, people were sitting around, children were playing hide and seek, so you could say that the tree was a dwelling place, a cathedral. The image struck me because of the columns, but also because no matter how familiar the human seemed, the tree looked monstrous, as the stalactite had, and my sobbing surged from that particular mix of terror and reverence triggered by the sacred. I later came across more ficus in India, with slightly less emotion, however. Those banyan trees, a related species that is just as remarkable, some of which hold small temples in the nooks of their trunks. Checking some information over the internet today, I learned that people recommend against planting a Ficus macrophylla in urban areas since, thirsty as it is for water, it can destroy underground piping. I find such confirmation of its mighty power enchanting. You might remember I wrote about the stalactite and the tour guide's murky discourse. How I wished I could understand each and every one of the guide's words now. Wonder does not involve mystery or lack of knowledge. On the contrary, in Palermo, I wanted to find out as soon as possible what the tree was called. If it was a common guest of such latitudes, it was not. It was a curiosity, also present in the botanical garden, and where it was from, Australia. And I remember feeling somewhat soothed when I learned in some guide or brochure that it was a Ficus magnolia, its old denomination, and that Moreton Bay fig was its common name. As a side comment, I must agree with Aristotle and Plato, who say that as soon as wonder is tinged with grandeur or surprise, it produces a hankering for knowledge. Hence Descartes' writing in Passion of the Soul, deeming that admiration, I quote, brings about the right disposition for the acquisition of science, end quote. Although in the classic age, admiration did not have quite the same meaning as it does now, but rather refers to the Thomasian. It is a special kind of knowledge that does not aim either at hoarding or mastery as much as it seeks proximity, to know everything you possibly can of the object of wonder, to feel closer to it, to create a feeling of intimacy with it. Whenever I can hear some unknown bird song, I whisper, "Who are you?" I get the impression that if I could identify the singer, I'd derive even greater pleasure from her song. Le bouquet de fleurs m'a toujours paru l'expérience la plus simple et la plus radicale de la beauté du monde naturel. J'essaie régulièrement de la comprendre, car j'ai toujours eu cette manie de me rendre raison, vieille habitude occidentale d'apaisement des affres et des interrogations par l'exercice de la rationalité. Elle va de pair avec une recherche obstinée du sens, direction et signification, dont je sais toutefois la part d'illusion. Ne constatais-je pas malgré tout dans mes jours une part d'agitation sans véritable conséquence? Et surtout,
Est-il bien nécessaire de tenter de me rendre raison de mon émotion devant la beauté? Quand je danse, quel sens à ma danse? Quand j'étreins, quel sens à mon étreinte? Quand je ramasse des pommes, quand j'admire un vol d'oiseaux, une lumière, une peau? L'émerveillement est un frémissement aux marges du sens, de tout sens. Il advient dans une pure gratuité, une suspension des questions, de la question. À quoi bon danser? À quoi bon étreindre? Mais à quoi bon vivre? Il n'y a aucun sens à vivre, et le chercher revient à mal poser la question. Ma petite philosophie existentielle s'est transformée le jour où j'ai compris que la question du sens de l'existence s'annulait, se dissolvait dans la joie de vivre, dans le désir qui nous lance vers l'avant. L'époque sombre que nous traversons, si sombre que je suis obligée d'en tenir compte dans un livre qui aimerait ne pas dépendre des circonstances, interroge crûment le sentiment d'émerveillement. Non seulement celui-ci n'est pas toujours à la portée de chacun, mais certaines périodes semblent rendre son idée même indécente. Raison supplémentaire pour y œuvrer. Une forme de résistance au malheur et à son long ruban de peine consiste à cultiver la capacité de s'émerveiller, car c'est elle qui donne son prix à l'existence. Il y a, dans l'émerveillement éprouvé devant le monde modeste, toute la promesse contenue dans le fait d'être vivant, d'être ici, d'être libre et de partager cette liberté avec nos semblables. J'ai dit qu'il était difficile pour la philosophie de s'emparer de l'émerveillement, si fugitif. Si de plus on se contente de l'attendre comme une grâce fortuite et éphémère accordée par on ne sait qui ou quoi et qui échappe à tout vouloir, alors oui, l'émerveillement a peu à voir avec la démarche philosophique essentielle de recherche de la vie bonne et du bonheur. Mais on peut aussi considérer, comme Spinoza, que construire la joie est notre principal travail, que l'émerveillement est une aptitude philosophiquement désirable et donc œuvrer pour s'en rendre capable. Il faut pour cela une conversion douce, un changement de valeur, une transformation du rapport au temps, l'accès à la lenteur, la culture de la solitude et de l'attention. Alors, l'émerveillement, qui est une des formes de la joie, devient accessible, notre relation avec le monde se réenchante et l'émerveillement répand sa lumière comme une protestation contre les ténèbres du désespoir. Il est besoin de peu pour ce réenchantement. La modestie lui sied si l'on sait être poète de sa vie, c'est-à-dire si l'on sait se faire voyant et vigilant. The bouquet has often seemed to me the simplest and most radical experience of the natural world's beauty. I often try to understand it, as I've always had this habit of reasoning things out, an old Western habit that seeks to ease one's torments and interrogations by dint of rationality. This inclination toward reason goes hand in hand with an obstinate quest for sense, for direction and signification. Although I do know how it remains somewhat delusory, don't I often take note of some agitation in my life that bears no real consequence? And mostly, is it truly necessary to tease out the reasons for the emotion that I feel before beauty? When I dance, what is the meaning of my dancing? When I make love, what is the sense of my love-making? When I pick apples, when I contemplate birds flying, a certain light, a skin? Wonder comes as a quiver in the margins of sense, remaining in the margins of any kind of meaning. It comes in stark gratuity, suspending all questions, and specifically keeping us from wondering. What is the point of dancing? What's the point of making love? But what is the point of life? There is no meaning to life. And to seek it is to ask yourself the wrong question. My own little existential philosophy was transformed on the day that I understood that the question of the meaning of life canceled itself out, dissolved in the joy of life,
in the desire that urges us forward. This conversation has fed my essay, L'écriture du désir. The dark times we have been going through, so dark that I feel obliged to acknowledge it in this book that I'd like untethered by circumstances. These dark times are a rough challenge to the feeling of wonder. Not only is wonder not necessarily equally available to everybody, some periods in history seem to make the very idea indecent. One more reason to make it happen. There is one form of resistance to misery, with its long ribbon of pain, which consists in cultivating your capacity for wonder, because that is what makes your life worth it. As you stand in wonder before the modest world, there emerges the full promise contained in being alive, being here, being free, and able to share such freedom with our fellow human beings. I have said how hard it was for a philosopher to grasp wonder when it is so elusive. If on top of it you are content just waiting for it to take place as some kind of fortuitous and evanescent moment of grace that occurs inexplicably and eludes your will, then yes, wonder has little to do with the essential philosophical quest for a good and happy life. But one may also consider, as does Spinoza, that the building of joy is our main task in life, that wonder is a philosophically desirable aptitude, and therefore one may strive to achieve wonder. This requires a soft conversion, a change in values, a transformation of our notion of time, the access to slowness, the cultivation of solitude and attention. So will wonder, one of the forms of joy, make itself accessible, re-enchanting our relationship with the world. Wonder then spreads its light, a protest against darkness and despair. Such kind of re-enchantment requires little. Modesty suits it if you can live your life as a poet, that is, if you can be a seer and remain vigilant. Moi, je dis merci à cette belle voix et à cette belle traduction. Merci beaucoup, Bénédicte. First of all, thank you so much for this performance. I was completely blown away by your attention to slowness and the necessity of slowness that makes us sensitive to what we perceive passively, that evokes the sense of wonder, that tickles our curiosity. I'm working on fictional characters created by Beckett who are kind of the masters of living slowly, or as they are more often referred to, Beckett's bums, homeless people. They wander around in the woods, they crawl in the mud. However, I'm thinking it is very difficult for me to live slowly all the time, for there are so many demands placed upon us that are just opposed to that kind of slowness, and slowing down in that way would also make me economically vulnerable. I was wondering if you would consider the experience of reading literature as a form of living slowly, if we consider the powers of literature to make us perceive our environment differently and on a different timescale? Oui, et d'autant plus que, d'ailleurs, je pense que la littérature, j'évoquais dans un des extraits que j'ai lus le fait de créer une île enchantée, le phénomène de l'insularité, qui pour moi est finalement très important.
il y a quelques situations de l'existence dans lesquelles se crée un phénomène d'insularité, c'est-à-dire tout à coup, on s'extrait du monde et on vit dans cette île dans laquelle existe, en l'occurrence, le sujet et l'objet de l'émerveillement, mais aussi, bien sûr, la lecture est un des moments de l'enchantement et aussi un des moments de la lenteur et de la solitude. J'ai écrit un petit essai sur le baiser, il y a quelques années, qui est aussi une manière de créer une île. Le baiser, c'est une île à deux. On s'extrait du monde et on crée cette île. J'avais trouvé absolument extraordinaire, je vous réponds un peu à côté, mais pas tant que ça, j'ai trouvé toujours extraordinaire que dans la Divine Comédie, Dante raconte le moment où Paolo et Francesca vont fauter. C'est-à-dire, ils sont en train de lire tous les deux sur un banc. Ils lisent l'histoire de Lancelot et un moment de Lancelot dans lequel le chevalier va enfin aller embrasser sa belle, Guenièvre. Et au moment où Paolo et Francesca lisent ce baiser, de lecture, ils s'embrassent et pour la première fois s'embrassent. Et je trouve ça extraordinaire que Dante ait pensé que finalement la lecture soit équivalente au baiser. Le baiser lu provoque le baiser donné. Mais c'est parce que la lecture, comme le baiser, comme l'émerveillement, sont des moments qui créent cette insularité, cette façon de retirer du monde, de se retirer du monde provisoirement. Because we have very little time, I'm going to skip on those translations, okay? I'm sorry about that, but I would rather you can ask questions to Belinda. Merci pour cette belle lecture d'un beau texte. Et, qui parle? Ah oui, ouais. Voilà. Et je voulais vous demander d'élaborer peut-être un peu sur ce que vous voulez dire par le mot dégoût. Parce que pour moi, par exemple, quand Edmund Burke a écrit son essai sur le sublime, il dit que le merveille va de pair avec le dégoût, en fait, et qu'il y a certainement pour moi une fascination dans le dégoût qui va avec un autre mot que vous avez utilisé, qui est le monstreux. Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire par ce mot ? Alors, si vous permettez, je ne vais pas élaborer beaucoup autour du dégoût parce que, si vous m'avez bien comprise, ce n'est pas vraiment dans ce registre-là que je travaille habituellement. Mais chez Burke, il dit qu'il y a au fond, enfin, pour résumer, qu'il y a un sublime de la grandeur, mais aussi un sublime du bas. Et il oppose ces deux formes du sublime. Donc, je le laisse à ses propositions. Moi, je me suis intéressée au sublime aussi, mais à la marge de l'émerveillement, bien sûr, parce que le sublime exige que l'objet considéré soit dans la grandeur. Alors que vous l'avez compris, moi, ce qui m'a retenu constamment, c'est au contraire la modestie. C'est-à-dire cet état moyen, cet état du monde ordinaire, du monde humble aussi autour de nous. Voilà. Donc, si vous permettez, je n'élaborerai pas sur le dégoût parce que c'est un peu pas dans mon territoire. Bonjour, merci. En fait, en vous écoutant rappeler cette magnifique phrase de Baudelaire sur la création artistique comme une opération qui l'enfance retrouvée à volonté. Oui. Voilà, merci, parce que je n'aurais pas su le reciter littéralement. Je me disais, en mon fort intérieur, que c'est difficile de ne pas être d'accord avec Baudelaire sur ce point-là, que certainement rien n'est plus poétique que cet émerveillement de l'enfant qui relève de la pure expérience sensible. Mais l'artiste, quand il crée, il est forcément dans une opération de distance, il est forcément adulte, et il est forcément dans un processus, je dirais, nostalgique, de tentative de récupération d'une pureté qui n'est plus accessible. Alors, comment... je ne sais pas d'abord si vous êtes d'accord avec ça,
Et puis, si oui, finalement, comment arriver à résoudre cette contradiction intrinsèque? D'abord, je crois que ce qui est intéressant dans la formule de Baudelaire et qui mérite qu'on s'en souvienne, c'est pas tellement l'enfance au sens de l'innocence, la pureté, etc. C'est l'enfance au sens du regard neuf, c'est-à-dire que j'ai pas lu ces passages-là évidemment, mais ce que je crois très important pour l'émerveillement, c'est la capacité de défamiliariser, c'est-à-dire de percevoir soudain dans le familier, de le percevoir sous un jour tel qu'il ne nous est plus familier. Et c'est pour ça que d'ailleurs les voyages, c'est la façon la plus bête de s'émerveiller. Dans les extraits que j'ai lus, j'ai l'air de passer mon temps à voyager, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et il se trouve que pour écrire ce livre, j'ai rameuté mes souvenirs de voyage. Mais là, le voyage, c'est facile finalement, parce que de fait, on est dans un milieu qui est défamiliarisant, et donc on arrive à s'étonner. C'est beaucoup plus difficile d'aller dans le jardin du Palais des Congrès, ici qu'on a vu depuis qu'on est petit, j'imagine, et de s'étonner, de s'émerveiller. C'est-à-dire que l'opération de l'émerveillement face au monde banal, ça consiste à essayer de le voir de façon défamiliarisée. Et c'est ça que fait l'enfant. Le regard de l'enfant, c'est quoi? C'est ce regard neuf sur le monde qui fait qu'il voit tout en nouveauté, pour reprendre à nouveau Baudelaire. Donc vous voyez, je ne crois pas du tout à l'enfance comme innocence, enfin, en tout cas ça ne m'intéresse pas tellement comme perspective, c'est plutôt l'enfance avec son regard qui n'est pas encore familier du monde. Et je crois que c'est ça qu'il faut que nous réussissions à retrouver. Ce n'est pas si simple. Et par ailleurs, je ne pense pas, vous avez une vision classique, d'ailleurs, de la création comme forme de la mélancolie. Moi, j'ai écrit l'écriture du désir où je dis le contraire. C'est-à-dire, je crois au contraire que la création, c'est un mouvement du désir et non pas un mouvement de la mélancolie. Alors, c'est un autre sujet assez vaste, mais je ne suis pas si sûre que ça de l'importance de la mélancolie dans la création, du tout. Je défends même le contraire. Merci beaucoup. J'ai l'impression, il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui témoignent que ce dont tu parles peut-être à propos de l'émerveillement, c'est pas seulement du monde, mais du temps. Et que c'est donc une affaire de temps, pas seulement de ralentir, mais d'un temps intermittent. On parlait de Proust tout à l'heure. Et d'un temps aussi qui résiste parfois. J'étais très sensible à ce que tu disais sur le voyage comme insularité par saut de puce, en quelque sorte, qui nous permet finalement justement de nous extraire. Et sur cette résistance qu'il y a parfois en nous, et non pas dans le monde, mais en nous quand on est un peu trop chez soi, pour parvenir à s'émerveiller, même quand on le veut. Et ma question, elle porte donc sur cette espèce d'entrecroisement entre le monde et le temps, qui sont surimprimés dans l'émerveillement à un point qu'on n'imagine pas. Et puis sur est-ce qu'il t'arrive d'avoir des moments où on voudrait être dans l'émerveillement, tout s'y prête. On est dans les 2-3 minutes où justement on s'est accordé, où on a pu flotter, etc. Et puis quelque chose de trouble en soi résiste. Oui, d'abord à propos du temps, je viens d'écrire une sorte de suite à s'émerveiller. Donc un petit livre sur la marche en montagne, et qui est un peu le prolongement de cela, mais cette fois où je parle de ce que c'est que la montagne et de la marche en montagne. Et je me suis surprise, quand on écrit, on écrit pour savoir ce qu'on pense, et je me suis surprise à penser, enfin du moins à être obligée de faire tout un chapitre sur le temps, parce qu'en effet, l'émerveillement, c'est une question de temps, et de temporalité en tout cas. Donc on ne peut pas trop développer. Quant à l'émerveillement, vouloir s'émerveiller, en effet, c'est absolument impossible. C'est-à-dire ça nous arrive. Et c'est peut-être parce qu'il ne faut pas chercher l'émerveillement. Je raconte aussi dans ce livre comment, à des moments où j'étais dans la mélancolie, donc le contraire du désir, selon moi, vous l'avez compris, j'étais dans la mélancolie parce qu'il m'était arrivé des choses terribles, et je repassais par des endroits où je sais
en temps normal ou quand je vais bien, je pouvais être saisie par l'émerveillement. Et je repassais à ces endroits-là, je voyais des pigeons sur un toit, etc. Et je n'avais pas d'émerveillement. Je savais donc que j'étais encore dans la mélancolie et que j'en serais sortie le jour où je pourrais à nouveau m'émerveiller de ces spectacles. Mais en effet, ça n'est absolument pas sur ordre de la décision, c'est vraiment un état intérieur, une rencontre, un moment. Mais là où on peut quand même travailler, c'est par exemple dans la lenteur. Ça me fait rire quand je dis ça parce que je passe mon temps à courir. Pour moi, c'est un projet de vie, mais je n'arrive pas toujours à réaliser les conditions d'émerveillement, je dois dire. Mais voilà, on peut, en travaillant sur le temps quand même et sur la vigilance, sur la disponibilité, on peut peut-être se mettre en situation d'éprouver le plus souvent possible cet émerveillement modeste dont je parle là. J'ai une petite question, si tu me permets, Belinda. Quand j'ai traduit ton texte, ce qui m'a marqué, c'est que tu dis par moments que l'émerveillement, c'est être saisi par le spectacle que l'on voit, qui nous saisit. Et par ailleurs, tu dis le contraire. Tu dis que s'émerveiller, c'est une saisie du monde. Alors, comment ça fonctionne ? Parce que je crois que c'est un mouvement... je vais le faire avec des gestes, hein, pour une fois, les écrivains qui ne savent pas parler. L'émerveillement, il y a le sujet regardant, il y a le monde. L'émerveillement, c'est là. C'est-à-dire, c'est vraiment à l'intersection du regard et du monde que se situe l'émerveillement. Pour ça aussi que je consacre un chapitre au hors de soi. Parce que tant qu'on est coincé en soi, on ne peut pas aller dans la saisie du monde. Et par ailleurs, l'émerveillement dont je parle, n'étant pas celui des objets merveilleux du monde, mais des objets modestes, ça demande cette espèce d'effort pour aller vers lui. Donc c'est entre les deux. C'est pourquoi parfois je formule d'une façon ou d'une autre, peut-être. Je ne m'en souviens pas très bien de l'avoir dit de façon si radicalement différente les deux fois, mais en tout cas, c'est vraiment entre les deux que ça se passe. Et un géographe génial, Augustin Berg, parle de trajection, hein, en se servant d'un concept qu'il emprunte à la Chine. Et c'est vraiment très intéressant. Et la trajection, selon lui, c'est ça. C'est cette rencontre entre le sujet et le monde. Et je crois que c'est vraiment la définition de l'émerveillement. Enfin, la condition de possibilité de l'émerveillement, c'est de se rendre là. C'est de saisir cet endroit-là. C'est peut-être la dernière question pour des questions de timing. Je me demandais s'il y avait un lien entre votre conception de l'émerveillement et le Moment of Being de Virginia Woolf. Je ne me suis jamais posé la question. Allez-y, développez un petit peu. C'est-à-dire cette sensation de se retrouver en quelque sorte... dans une forme d'extase où on sent ses sens se décupler, se sentir en quelque sorte vivant, en réception et en vibration avec le monde extérieur, corps et âme. C'est-à-dire une sorte de... Alors, c'est pas du transcendentalisme, mais il y a cette idée que voilà, c'est lié au stream of consciousness. Enfin, c'est l'idée de se sentir pleinement vivant et d'être le catalyseur de l'existence, en quelque sorte. Oui. Je crois que ce dont elle parle, en réalité, est à mi-chemin entre deux sentiments dont je n'ai pas parlé, mais que j'explore aussi ici, qui me tient à cœur. L'émerveillement, c'est encore une fois, voilà, peut-être que tout à l'heure, je vais sortir, je vais voir une lumière sur la pierre et je serai émerveillée. C'est très modeste. Il y a quelque chose qui, à mon sens, est à l'autre bout. S'il y a une échelle, une sorte de gradation de l'émerveillement et des sentiments approchants, tout au bout de l'échelle, il y a quelque chose que j'appelle, après Romain Rolland, le sentiment océanique, et qui est le sentiment, enfin, qui est un état très particulier et rare. Moi-même, je l'ai éprouvé 3 fois dans ma vie, ça me paraît une grâce. C'est le sentiment d'être en continuité avec le tout, d'être une partie du tissu du monde, de n'être plus
tout ce que je décris là, c'est un sujet regardant. C'est un sujet qui est devant le monde et qui se porte à sa rencontre. Tandis que dans le sentiment océanique, qui est un moment très bref, on a le sentiment d'être dans la patte. D'ailleurs, on ne réfléchit pas, on n'a pas de mots, on n'a rien, on est une partie du tout. Et je pense que les Moments of Being de Woolf sont un échelon sur cette gradation qui mène vers le sentiment océanique qui me paraît dans son étrangeté, dans son je sais pas quoi, sa merveille pour le coup, qui me paraît presque le sommet de l'échelle du sentiment d'émerveillement. Et voilà, pour des questions de temps, on va devoir s'arrêter là. Je vous demande d'applaudir Belinda et de la remercier d'être là ce soir.